bienvenue sur Marvelous. Là où on ne parle que de Marvel Champion, encore et toujours. Petite intro à cette longue vidéo. Qu'est-ce que vous allez voir? Peut-être que vous n'avez pas suivi. Peut-être que vous avez suivi, et si vous avez suivi, vous pouvez skipper directement à la suite de cette vidéo. Petite intro dans laquelle je m'incruste parce que je suis le Captain Marvelous, je suis comme ça. Petite intro pour vous dire ce que vous allez voir. Il y a quelques semaines de cela, Merlin et Proust ont proposé en tout cas de faire une Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. Petite introduction pour vous dire ce que vous allez voir, tout simplement. Si vous n'avez pas suivi, et si vous avez suivi, skippez et allez directement à la vidéo. Il y a quelques semaines de cela, Merlin et Proust, et d'ailleurs on a fait une vidéo à cette occasion, ont décidé de faire, ont proposé en tout cas, de faire une émission sur Twitch. Vous savez, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, il n'y a vraiment pas de problème, rejoignez-nous aussi sur le Discord. Et ils se sont dit, tiens, on est fan de FindMade, on aimerait vous proposer les decks soit du mois, soit de tous les 2 mois, soit de tous les trimestres, enfin ça va dépendre des disponibilités des uns et des autres tout simplement. Et donc ils ont proposé de faire cette émission qui viendra de temps à autre. Alors pour savoir quand est-ce que cette vidéo sera en live sur Twitch, venez sur le Discord, c'est aussi simple que ça. Et là, ils vont vous présenter effectivement des cartes fan-made dans la vidéo qui va suivre. Et raison pour laquelle moi je fais la petite intro, c'est pour vous présenter un petit peu tout ça. Et puis aussi pour me mettre dedans, tout simplement. Parce que je suis Captain Marvelous et je fais ce que je veux dans mon émission. Voilà, après cette petite intro, je vous laisse en compagnie de Merlin et de Proust. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Mais après ça, ne quittez pas, voilà la longue vidéo. À vous Merlin, à vous Proust. Ciao Marvelous. Eh bien, bonjour à tous, nous devons être en live. J'espère que vous allez bien nous entendre, qu'il n'y aura pas de problème technique. Pour ce live, je suis accompagné par notre ami Proust. Coucou. Et comme le titre le laisse penser, nous allons parler fan-made. Et voilà, tout à fait. Et on va laisser un petit peu de temps aux gens pour venir nous rejoindre, en espérant qu'on aura un petit peu de monde. Donc pour l'instant, il y a personne qui est encore arrivé, mais je compte sur vous. On va poster un petit message sur le Discord d'ailleurs. Il y a eu un message. Ouais, non, c'est sur le deck build. Et salut, c'est quand le live? C'est maintenant. Si moi je poste le message sur d'autres Discord, ils peuvent rejoindre aussi, on est d'accord? Oui, il faudra qu'ils se connectent au Twitch, à la chaîne, il n'y a pas de souci. Bon, t'as pu voir Rien à voir, mais t'as pu voir le spoil d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait eu une annonce, j'ai vu plein de gens en parler. T'es pas allé voir? T'es pas curieux? J'ai commencé à bosser à 7h30 et j'ai fini à 19h30. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil entre la poire et le dessert, comme on dit, pour notre ami Falcon, qui a l'air effectivement assez rigolo, aérien, comme on aurait pu s'y attendre, effectivement. Ouais. Et moi, tiens, si tu disais la dernière fois que le problème de Jubilé, c'est qu'il y avait plusieurs héros en un seul, j'ai un peu peur que ce soit le cas ici. Parce que je trouve que l'idée de... Alors, attends, moi, je dis ça à brûle pour point, j'ai vraiment pas eu le temps de faire une vraie analyse sur le héros. Mais le fait de jouer avec le deck retourné, le deck méchant retourné, en soi, c'est une mécanique qui s'autosuffit. Et je comprends pas trop l'intérêt qu'ils ont été nous mettre derrière avec des cartes de défense un peu étranges et tout. En tout cas, il a l'air très axé multi, c'est un peu particulier. Mais il a l'air fun. Ouais, j'ai vu dans les commentaires qu'ils parlaient de la mécanique aérienne, de la mécanique autour du set rencontre et de la mécanique autour de cartographie. Donc ça a quand même l'air d'être une sacrée usine à gaz.
Alors l'aérien pour le coup c'est absolument pas pour Falcon, c'est que les cartes bleues l'aérien. Donc c'est quelque chose dont on peut se passer puisque c'est pas le méchant le héros n'a pas l'air designé pour ça. C'est un hasard parce qu'il a beaucoup de cartes aériennes. Mais non ouais, les préparations donc c'est des cartes défensives mais pas tout à fait, c'est un peu compliqué. Et le seul truc qui m'a vraiment hypé, je te dis, c'est le jouer avec le deck rencontre à l'envers. Ça un peu comme Magic, mais je trouve ça même encore plus fort que pour Magic. Ouais, mais là c'est le deck rencontre, je crois qu'il y a à l'envers, pas le deck. Oui. C'est pour ça que je te dis que je trouve ça plus fort que Magic. Après, c'est une question de goût, mais je trouve que voir le deck rencontre, c'est plus fort que voir le deck, ton deck à toi. Après, on verra comment ça combotte. On me demande de poster le lien, mais bonne question. Comment on poste le lien? Ah. Ouais, je sais pas trop comment poster le lien. Ah, peut-être avec ça, partager le lien. Tiens, bah oui, partage, comme ça je vais voir si ça marche. Je suis trop HS. Ah bah alors, Andal, tu nous lâches? Comme par hasard, pile après que je me sois inscrit à son événement. Ouais, on voit le genre. Hein. Oui, tout à fait. Alors, je crois avoir trouvé, mais... Pour l'instant, ça reste calme. Bon, alors... Ah! Regardez, mon truc, il réagit pas. Ah bah voilà! Deck du mois, FanMade. Merci, Alias! Bon, il nous entend pas parce qu'il est pas... Alors attends, parce que du coup, tu l'as posté. Non, c'est Alias qui nous l'a posté, mais... gentiment posté. Mais lui, il a du mal à se connecter aussi. Mais... Ah, nous sommes passés à 5 personnes. Entre temps, mon truc il avait bloqué. Donc, bienvenue à tous. Coucou tout le monde. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Proust m'accompagne pour cette vidéo. Pour ceux qui ont vu la précédente, ça ne devrait pas être une surprise. Et puis on a réussi à mettre un titre en adéquation avec l'objet du jour, hein, puisqu'on va faire des decks du mois, ou des sets du mois d'ailleurs, pour être plus précis, de FanMade. Oui, puisque l'idée n'est pas vraiment de vous présenter un deck préconstruit, je crois pas. Hein. Je sais pas ce que tu as prévu, Merlin, mais je crois pas que ce soit l'idée. C'est surtout de présenter en effet le set du héros, d'un héros qui nous plaît. Et moi, j'ai quelques idées après à vous donner derrière si vous voulez prendre ces héros et essayer quelques idées de deck building, mais sans forcément aller sur une construction complète. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, je les ajouterai sur le Discord, les liens vers ces decks. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des demandes pour pouvoir avoir des suggestions de decks auprès de Proust ou de moi-même ou d'autres personnes de la communauté qui pourraient être intéressées par builder autour de ces héros. Donc voilà, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir, ne soyez pas timide. Je vais suivre le chat pendant qu'on va présenter. Dans les héros populaires aujourd'hui qui manquent dans Marvel Champions en officiel, il y a beaucoup de discussions autour des 4 fantastiques, bien évidemment, qui sont attendus pour certains avec impatience et puis d'autres de manière un peu plus neutre. Il y a beaucoup de discussions autour des Defenders, ceux de Netflix, hein, pas ceux d'origine, hein, pas Namor et Strange, mais bien les 4, Iron Fist, Jessica Jones, Luke Cage et puis Daredevil. Et puis il y a les héros de rue, les Midnight Suns, vous les appelez comme vous voulez, qui sont aussi une catégorie qu'on voit souvent réclamée, mais cette catégorie on la trouve finalement assez facilement en FanMade.
Et donc notre ami Proust nous a sélectionné justement un de ces héros qui rentrent dans cette catégorie des Midnight Sun. Ouais, en effet, puisque je vous ai sélectionné Ghost Rider. Alors, Merlin va peut-être me contredire, mais il me semble que Ghost Rider est l'un des héros, si on prend tous ces alter ego possibles, les plus designés en fan-made aujourd'hui, hein. Je pense que des Ghost Rider terminés, tout alter ego confondu, on doit bien en trouver une bonne dizaine assez facilement. Ce qui fait que du coup, il faut réussir à trouver quelque chose qui vous convienne. Moi personnellement, je crois que j'en ai 4. Donc voilà, c'est dire. Enfin, je compte celui de Merlin, évidemment, qui n'est pas tout à fait un Ghost Rider. Mais voilà. Ghost Panther pour ceux qui ne le connaissent. Et donc oui, je vais vous parler de Ghost Rider. Je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce héros qui a été designé par un designer qui s'appelle Swept et avec quelqu'un d'autre dont j'ai déjà oublié le nom alors que j'avais relevé son Jube. Merci beaucoup. Donc ils sont deux en fait, ils travaillent à deux mains. Ce sont pas des designers, ils font pas partie des designers les plus connus, mais je trouve que leur travail est assez abouti. En tout cas sur ce perso, c'est assez impressionnant, et c'est pour ça que j'avais envie un peu de le mettre en lumière, de vous montrer ce que j'aime. Alors que les choses soient claires, il y a aussi des choses que j'aime moins, je vous dirai aussi. Excusez-moi. Mais globalement, c'est quand même un set très réussi. Et puis voilà, je vais vous dire ce qui m'a plu et quelles sont les choses originales que j'ai trouvées dedans. Donc je me lance tout de suite, on y va? Oui, donc voilà, juste une petite introduction puisque alias cite la moto. On est sur la version Johnny Blaze. Donc le motard. Voilà, le motard en termes de Ghost Rider. Et on va commencer classiquement par la carte Alter Ego de Johnny. Alors, donc Johnny est un héros qui a donc 4 de Rex, ce qui est plutôt au-dessus de la moyenne, mais parce qu'il a 14 points de vie. Alors normalement, quand vous avez un héros qui a 14 points de vie, il y a plusieurs triggers qui s'allument. Déjà, vous avez donc des archétypes autour des 14 points de vie qui marchent, mais vous savez aussi que probablement vous allez avoir du mal à avoir une grosse main, parce que dès que vous dépassez un certain seuil de PV, normalement vous êtes pénalisé en main, et là, Johnny Blaze ne fait pas exception, même si là, en alter ego, il a une main de 6. Voilà, on verra qu'en héros, il en paye un peu le coup. Et donc il a 2 lignes sur sa carte d'alter ego. Déjà, il a 2 traits, un trait qui ne sert à rien, qui s'appelle Host. Donc ça, il n'y a aucune récurrence dans son set, donc voilà, vous pouvez l'oublier, c'est juste pour du fluff, on va dire. L'autre trait, c'est Civil. Civil, pareil, il y a tout petite récurrence dans le jeu, mais bon, voilà, je pense juste à des cartes de ressources, mais globalement il y en a peut-être d'autres, mais c'est vraiment pas beaucoup, c'est pas très utilisé. Et donc les deux pouvoirs qu'a Johnny Blaze en alter ego, il a un setup qu'on va montrer juste après que j'ai montré la carte de héros. Donc il va aller chercher en fait un soutien qui s'appelle The Open Road. Et il va venir dans votre main. Donc je vous rappelle les règles dans Marvel Champion. Quand vous avez fait votre premier mulligan et que vous avez donc fini votre main, c'est à ce moment-là que le setup des joueurs intervient. Donc vous avez en effet une main de 7 tour 1, puisque quand vous avez un setup qui vous demande d'aller chercher une carte, vous avez une carte supplémentaire, sauf si, et ça peut arriver, si au moment de votre mulligan, la carte que vous pouvez aller chercher, elle est arrivée dans votre main, là vous êtes... vous avez exactement le même phénomène avec Captain America. La version Steve Rogers fonctionne de la même manière. Tout à fait. Et donc il a une réponse forcée en alter ego qui est un peu la moelle de sa mécanique, c'est assez intéressant. Donc c'est une réponse forcée après que le méchant a manigancé, changer de forme pour aller dans la forme de héros. C'est une réponse forcée, donc vous ne pouvez pas le contraindre. Pas l'empêcher, c'est très intéressant quand vous jouez en multi, parce que si le méchant manigance pas contre vous, vous retournez quand même, donc ça peut être assez intéressant si jamais vous avez prévu de défendre. Moi j'ai joué à 2 et j'ai joué seul ce personnage, et à 2 c'est très marrant parce qu'en effet vous laissez manigancer contre votre pote, comme ça vous êtes face en héros, mais vous avez bénéficié de la main d'alter ego, ça marche très bien. Et évidemment en solo, l'intérêt c'est qu'à chaque tour, vous avez donc la possibilité de revenir en alter ego, puisque le changement de forme obligatoire, ça c'est marqué dans les règles, quand le changement de forme est provoqué par une carte, il ne compte pas dans vos champs.
dans votre changement de forme limite. Donc vous avez la possibilité de revenir en forme d'alter ego à chaque tour et on verra si c'est opportun avec lui. Donc je te laisse retourner la carte. Ouais. nous Alors, montrer- je vais dire bonjour à Little Shot qui vient de nous rejoindre et salut à toi et bienvenue dans ce live. Coucou. Alors, donc là, on vient donc de voir cette belle carte d'Alter Ego, que je trouve la bonne fenêtre. Et on va aller voir les cartes de héros. C'est son pote. Encore un Ghost Rider différent. Ça ne manque pas. Donc oui, non, la carte héros, pardon. D'abord la carte héros. Oui. Je vais un peu vite en besogne. Prenons d'abord la carte héros. Très, très beau design, il faut le dire, elle est assez jolie. Donc Ghost Rider, hein, aucune surprise. Et là tout de suite il y a un truc qui vous saute au visage, c'est que sa ligne de stats a un gros X. Et ça c'est nouveau, ça n'existe pas encore. Et c'est pas le X, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans Marvel Champion, mais on l'a jamais vu encore en icône de stats. Donc c'est assez intéressant. Donc Ghost Rider donc a toujours des points de vie de 14 normal. Il a une taille de main de 4, donc je vous avais prévenu, hein, 14, taille de main en héros à 4, c'est relativement logique. Et il a une statline qui fait 1 en contre, 2 en défense et X en attaque. Donc X, c'est le premier sous-titre. X est égal au nombre de cartes différentes, enfin de types différents, dans la pile défausse du deck rencontre. C'est-à-dire que si vous avez défaussé une traîtrise, vous avez 1. Si vous avez défaussé une traîtrise et un sbire, vous avez 2, et ainsi de suite. Alors vous pouvez faire les calculs assez aisément, vous pouvez monter jusqu'à 6, voire 7 si vous trichez un petit peu et si vous arrivez à mettre des choses dans le deck rencontre qui ne sont pas forcément prévues pour y être. Mais classiquement, vous allez avoir donc la traîtrise, le sbire, la manigance annexe, qui sont les grands classiques, donc facilement Ghost Rider va monter à 3. Si vous avez l'obligation, Ghost Rider a une obligation normale, donc il y a forcément au moins une obligation dans le deck, ça fait 4. Si vous avez des attachements, c'est aussi... il y a toujours dans quasiment tous les decks de méchants, il y a au moins un attachement, vous montez à 5. Et alors après, vous pouvez passer sur des dingueries un peu plus différentes, donc les environnements, les alliés, je pense à Longshot notamment, c'est un allié qui va dans le deck rencontre, et vous avez même les cartes, des cartes événements, qui peuvent éventuellement peuvent se glisser dans le deck, mais bon, ça sont des cartes un peu poubelles. Mais voilà, en trichant, vous pouvez monter un petit peu. Donc là, tout de suite, On parle des entités cosmiques là. Tout à fait. Mais vous allez voir que même dans ce deck, qui a l'air pourtant designé pour ça, vous n'arriverez pas à sauver ces cartes pour autant, parce que malheureusement, ces cartes sont défaussées enfin, sont jetées dans la pile victoire. Enfin, elles sont retirées du jeu, même pas dans la pile victoire, une fois qu'elles ont été utilisées. Alors du coup, vous avez une synergie moyenne, parce que si jamais la carte est utilisée, donc si la carte fonctionne, elle ne vient pas dans la pile de défaut, c'est donc elle ne vient pas ajouter un point de stats supplémentaire. Néanmoins, ça pallie quand même un défaut majeur de ces cartes, c'est-à-dire que quand elles ne sont défaussées immédiatement en icône de boost par exemple, eh ben, elles ne servent à rien. Là, en l'occurrence, elles vont servir à Ghost Rider et augmenter un petit peu sa stat d'attaque. Donc, évidemment, Ghost Rider a une action de héros toute simple et vraiment parfaitement efficace dans ce personnage. C'est qu'il a la possibilité, une fois par round, de défausser la première carte du deck rencontre. Ce qui lui permet, tour 1, si vous ne jouez pas en expert ou si vous ne jouez pas sur des méchants qui demandent de défausser au moment du setup, vous êtes toujours sûr au moins d'avoir une stat d'attaque égale à 1, parce qu'en activant cette action, vous êtes sûr au moins d'avoir un type de carte dans la pile de défausse. Ouais, on peut se douter qu'un méchant comme Claw peut être intéressant en termes de mise en place. Alors moi je commence toujours mes tests par Claw, et en effet Claw c'est marrant parce que en plus quand tu discardes au début pour faire venir un sbire, bah, tu vas évidemment discard une traîtrise, et comme en expert Claw te met 2 manigances annexes plus un sbire, très rapidement tu as rempli ta défausse d'au moins 3 cartes différentes. Alors là, c'est le premier défaut de ce personnage, il faut en parler tout de suite, c'est qu'en fait il y a quelque chose qui trigger quand vous avez 3 cartes
différentes dans la défausse du deck rencontre. Et malheureusement, ça c'est vraiment un reproche qu'on peut faire, mais c'est compliqué d'un point de vue design. Ça n'apparaît sur aucune carte. Ça apparaît sur les cartes d'événements, vous verrez, ça s'appelle Hellbound, mais ça n'apparaît pas sur les cartes de héros et ça devrait y apparaître parce que malheureusement, si vous ne le savez pas, à moins de lire le petit encadré de règles qui est fourni avec le héros là, qui nous explique qu'en fait, donc, quand vous avez 3 cartes de type différentes dans la pile de défausse, Ghost Rider devient Hellbound, donc il devient enchaîné dans les enfers, hein, c'est un peu comme ça qu'il faut le dire. Voilà. Trigger, c'est déclenché. Oui, pardon. En bon français, parce que la Tout à question fait. est posée, donc voilà, c'est un déclencheur. Tout à fait. Et donc ça, c'est le premier petit des reproches que je peux faire. C'est dommage que cet aspect Hellbound, qui va être récurrent sur les cartes d'événements qu'on va voir, ne soit pas expliqué directement sur la carte de héros et qu'on ait besoin d'aller voir le petit encadré en plus. Bon, après, c'est quelque chose de très très simple à comprendre, hein. Dès que vous en avez 3, vous êtes Hellbound, voilà, et vous pouvez donc actionner un deuxième élément de chacun des événements de Ghost Rider. Voilà. Il a le trait Avenger, donc ça c'est pour si vous avez envie de construire autour, c'est malin. Mais il a surtout le trait Infernal. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va être utilisé pas mal dans le jeu et dans la mécanique de Ghost Rider. Donc voilà, c'est un héros facile à comprendre et très vite, parce qu'on imagine très bien que sa stade d'attaque va monter, ça doit faire venir chez vous des idées de construction. Et c'est ça que j'aime bien tout de suite avec ce héros, c'est que on comprend très vite comment il va fonctionner et on n'a pas besoin finalement de voir toutes ces autres cartes pour comprendre sa mécanique. Elle est déjà sur la table, juste avec un alter ego et un héros. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Oui, donc Renunet, c'est bien un fan-made, hein, c'est pas un héros officiel. Hein, tu peux te l'imprimer dès aujourd'hui sans attendre l'officiel. Mais tu peux te l'imprimer aujourd'hui sans avoir les cartes officielles non plus. Et puis Dijmi fait la remarque que quand on finit le DR, on se prend un jeton accélération et on perd son attaque. Effectivement, c'est un effet de bord. Tout à fait. De Sakapa. C'est une très bonne remarque parce que vous allez voir que le Nemesis, je ne sais pas si on va le présenter, mais il est évident que tout ce qui va jouer contre lui va essayer de faire défausser ses cartes. D'ailleurs, il a des cartes qui font défausser le deck, mais c'est à double tranchant. C'est pour ça que j'aime beaucoup son action, parce que vous n'allez pas le faire à chaque fois. Parce que si en effet vous êtes avec une stat d'attaque qui vous convient, on va dire 3 voire 4, vous allez arrêter d'utiliser son activation, ou alors vous allez le faire en connaissance de cause, parce que plus vous vous rapprochez de la fin du deck, plus vous risquez de repartir à zéro et de devoir recommencer votre construction. Donc c'est malin, et du coup c'est particulièrement efficace sur un personnage solo, un peu moins multi, parce que le multi a évidemment tendance à meuler le deck beaucoup plus vite. Et c'est pas trop pénible en termes de manipulation pour voir combien de types on a. T'as une méthode pour ça? Alors moi j'ai un dé, c'est simple, j'ai un petit dé avec que je mets au-dessus de Ghost Rider et je le monte, un D6 hein, tout simplement, parce qu'on monte rarement plus de 6. Alors non seulement c'est pas pénible, mais même j'ai trouvé ça ludique, parce que ça vous fait regarder quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. La défausse du deck rencontre est un aspect du jeu auquel vous avez tout le temps accès. Normalement, un bon joueur doit aller voir régulièrement dans la défausse, notamment pour compter ses avancées, pour compter ses assauts, ce genre de choses, pour savoir à peu près où on est le deck du méchant. Et là, vous êtes récompensé de cette façon-là, puisque vous allez compter et vérifier. De temps en temps, évidemment, ça m'est arrivé de voir passer un sbire à l'as et de me dire « Ah, j'ai oublié de voir que ce sbire était passé ». Tant pis pour vous, hein, d'une certaine façon. Mais moi j'ai trouvé ça très ludique et très marrant, au moment où on révèle les cartes rencontres, qui est un moment pénible, hein, faut quand même le reconnaître, c'est le moment qu'on aime le moins dans le jeu, et ben c'est un moment un peu fun, parce que ok, j'ai révélé un sbire, mais d'une certaine façon, ce sbire, il va m'aider à augmenter mon attaque, ou ce genre de choses. Ah non, j'ai mon obligation. Ok, j'ai mon obligation, mais mon obligation va aller dans la défausse et va augmenter mon attaque. Donc c'est des choses un peu rigolotes, et ça te sort un peu du jeu. Pour la prochaine carte, est-ce que tu peux nous montrer The Open Road, qui est en fait la carte de setup qui est réclamée par Johnny Blaze quand il est mis en place? C'est la carte 15. Si tu... Ouais, c'est tout petit, j'ai les petits yeux. C'est bon, là voilà. Parfait. Donc The Open Road, qui est un soutien. Alors lui, je trouve que graphiquement, c'est une belle carte, mais j'ai du mal à voir le sens de cette carte. Moi, ça m'a fait penser à Marlon Brando et à Sur les quais, mais peut-être que je connais pas très bien Ghost Rider. Hein. Je suis pas fan du style par rapport aux deux cartes qu'on a vues précédemment. Je trouve qu'elle s'inscrit pas dans le style, et j'aime bien avoir un set homogène.
Je suis assez d'accord et tu verras que toutes les autres cartes sont plus dans le style de ce que tu as vu précédemment. Je comprends pas très bien ce qu'il a voulu faire avec cette carte, mais elle est jolie, hein. Elle est jolie en soi, mais c'est vrai qu'elle, d'un point de vue euh, euh, direction artistique, on est un peu en dehors du reste du set, c'est un peu étrange. Et surtout, je suis pas sûr que le personnage au premier plan soit Ghost Rider. Enfin, j'en suis pas sûr. Après, je connais J'en pas. sais rien, ça ressemble plutôt à Village People, mais Moi, j'ai dit Marlon Brando, mais chacun. je suis sûr qu'Alias va nous donner des indications. S'il l'a pas sous le coude, il va nous trouver ça. Donc, ce soutien, il faut bien comprendre que vous l'avez en main tour 1, c'est votre 7ème carte, et je vous encourage vivement à la poser, parce que ça coûte pas très cher. Et qu'est-ce que fait cette chose? Elle fait deux choses. En alter ego, vous choisissez de l'incliner, et dans ces cas-là, vous mélangez une carte infernale depuis votre défausse dans votre deck, et votre taille de main augmente de +1. Mais attention, c'est une action d'alter ego. Vous allez comprendre que en fait, cette mécanique va être un petit peu compliquée à faire fonctionner en héros. Elle va même jamais pouvoir fonctionner en héros. Ensuite, elle a une deuxième interruption. Vous pouvez incliner The Open Road et cancel les effets de Contractually Oblige, qui est en fait la réponse forcée de Johnny Blaze qui nous force à passer d'alter ego à héros. Donc en gros, vous avez envie de rester alter ego, vous avez votre open road dessus, vous l'inclinez, vous ne passez pas en héros qu'au moment où le méchant manigance, ça vous permet de rester alter ego si vous avez des choses à y faire. À l'inverse, quand vous terminez votre tour en alter ego, ce que vous pouvez faire quasiment à chaque tour si vous laissez fonctionner la réponse forcée, vous allez avoir une main de 7 à chaque tour en alter ego. En revanche, il vous est impossible, sauf au premier tour, il vous est impossible d'augmenter votre taille de main de héros qui est de 4 et qui va rester de 4 toute la partie. Parce que si vous réfléchissez, vous n'avez pas la possibilité de commencer le tour en alter ego avec cette carte redressée sur la table. Parce que si vous avez décidé de rester en alter ego, vous avez déjà incliné The Open Road, et dans ce cas, quand vous passerez en héros, vous n'avez pas la possibilité d'augmenter votre taille de main de 1. Donc ça, c'est un petit twist à comprendre, et qui est assez rigolo. Donc en fait, on est encouragé fortement à retourner à chaque tour en alter ego, sauf que le gros problème de Johnny Blaze, aka Ghost Rider, c'est qu'il a que 1 de contre, et donc du coup, retourner en alter ego, c'est quand même assez risqué. Donc moi, je ne suis pas retourné en alter ego à chaque fois que je le joue, c'est compliqué, donc il faut savoir le mesurer, et du coup je trouve la carte assez bien balancée, parce que évidemment sur le papier une main de 7 c'est l'air monstrueux, et ben en fait finalement vous n'avez pas toujours une main de 7, et c'est relativement compliqué de temps en temps de repasser en alter ego, donc ça c'est assez malin et c'est bien pensé. Voilà. On fait les upgrades peut-être d'abord On va faire l'allié signature. L'allié signature. Alors l'allié signature, pour moi c'est vraiment l'exemple même d'un design parfaitement réussi. Vous avez un allié qui vaut 4, qui a 2 et 2 et 3 de points de vie. Donc sur un allié qui vaut 4, on est sur des stats normales. Sur un allié signature, on est trop cher. Ça, on ne va pas se mentir. Mais il a le trait infernal. On n'a pas encore vu de... Ah si, on a vu qu'avec The Open Road, on peut le remélanger dans son deck, ça c'est pas mal. Mais oui, il y a d'autres utilités à ce trait. Mais c'est surtout, il a un petit truc que j'adore, qui est présent chez Gambit et qui est présent aussi chez Black Widow. Vous pouvez réduire le coût de votre héros signature en fonction du nombre de cartes différentes qui est dans la pile de défausse du deck rencontre. Et donc ça, évidemment, moi, Ghost Rider, je vais pas vous mentir, enfin ce Ghost Rider là, je ne l'ai jamais payé. Que les choses soient claires. Évidemment, j'ai toujours fait en sorte d'attendre d'avoir 4 cartes dans le deck rencontre pour pouvoir le jouer de façon à l'avoir gratuit. Et là, tout d'un coup, pour les stats, c'est très intéressant, surtout qu'on l'a vu, Ghost Rider a du mal à contrer, et d'avoir un allié signature qui a un petit contre de 2, ça c'est très solide. Ça c'est une carte très forte, et qui peut facilement revenir dans son deck grâce à The Open Road. C'est même pour moi l'une des targets numéro 1 que vous devez viser quand vous inclinez The Open Road. Vraiment, c'est un beau deal. Ouais. Un petit upgrade alors? Oui, fais Guilty, c'est la carte 11. Parce que celle-là, elle est un peu étrange. Et elle est même assez forte. Donc ça, c'est un attachement. Enfin, c'est pas un attachement, attention. C'est un upgrade, donc c'est une amélioration, mais qui devient d'une certaine façon un attachement, puisqu'on va l'attacher au vilain. Donc j'ai été voir les règles, et il se trouve que quand le méchant change de phase, quand il passe de P2 à P3 par exemple, il ne perd pas non plus les améliorations, il faut le savoir. Il ne perd pas ses attachements, mais il ne perd pas non plus ses améliorations, c'est marqué. Donc ça veut dire que quand vous avez joué Guilty, vu que Guilty ne peut être attaché que sur le vilain, et ben Guilty va rester en jeu toute la partie.
sauf trouver une solution différente, mais pour le moment, il va rester attaché toute la partie. Qu'est-ce qui se passe quand Guilty est attaché au vilain? À chaque fois que un joueur fait des dégâts avec une carte infernale, ce joueur pioche une carte. Donc d'autres joueurs qui vont pouvoir voir le trait infernal, il n'y en a pas, sauf à jouer Make the Call et d'aller me chercher mon Ghost Rider dans ma pile de défausse pour pouvoir l'avoir. Mais globalement, c'est quand même le personnage qui joue Ghost Rider qui va pouvoir en bénéficier. Et donc là, à vue de nez, tout de suite, on a l'allié signature et le héros qui ont le trait infernal tous les deux. Donc déjà, sur un tour, vous les avez tous les deux en jeu, vous allez pouvoir taper le boss et à chaque fois piocher une carte. Ce que j'aime pas dans cette carte, je l'ai dit à Merlin en off tout à l'heure, c'est que la limite pour piocher une carte, elle est à 2 par phase. Ça, j'ai du mal à comprendre. Déjà parce que c'est fort, je vois pas pourquoi il a fallu en mettre 2. 1, ça aurait été largement suffisant. Et ensuite, je n'aime pas ce wording parce que même si ça peut être logique pour certaines cartes, ça nécessite une mise en place un peu compliquée pour suivre finalement l'endroit où vous en êtes dans la partie. Donc moi j'ai des jetons activation, désactivation. J'en mets 2 sur cette carte et je sais quand j'ai fait un dégât au boss, hop, j'en retourne un et je sais qu'il m'en reste un. Mais globalement c'est assez compliqué. Cette carte est indispensable, évidemment, elle est difficile à faire venir, mais elle est indispensable parce que c'est cette carte qui va vous permettre de passer d'une main de 4 à une main de 5 en héros. Encore une fois, c'est la mécanique, comment elle fonctionne. Ouais. Bonsoir Eliwen. Salut. Et puis oui, Digimi c'est rare x2, mais je pense que je suis même pas sûr que ça existe en officiel en fait. Ça n'existe pas en officiel. Pour moi c'est voilà. C'est pour ça que ça m'agace un peu. Je me dis bon, à la rigueur ce serait quelque chose de nécessaire pour sa mécanique, je comprendrais, mais là je trouve ça très fort. Donc en l'occurrence je pense que s'il nous avait permis de piocher qu'une seule fois, ça aurait été largement suffisant. Voilà, bon, c'est un peu dommage. Ouais. Oui, il y avait forcément pas besoin. Et puis en plus c'est pas très clair. C'est chaque joueur va quand même pouvoir piocher 2 fois par phase ou c'est 2 fois par phase sur la totalité des joueurs. C'est pas très clair. Ah oui, j'avoue que je me suis. Alors, le cas de figure où ça va se produire est vraiment très rare. À moins que tu joues un héros qui a aussi le trait infernal, mais il faudrait vraiment un concours de circonstances particulier parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Il y a évidemment Make the Call pour éventuellement aller choper mon allié signature, mais si tu vas choper mon allié signature, c'est pas un allié terrible à choper parce qu'il vaut 4, et puis il fait pas grand chose en fait, mais globalement aussi il va te permettre de piocher un peu une carte. Ou moi je dirais qu'à mon avis c'est limité pour tout le monde. Mais bon, après, est-ce que le cas de figure va vraiment se présenter? Je suis pas sûr. Ouais, tel que c'est wordé, c'est pas si clair que ça. Mais... Ouais, Après, voilà, encore une fois, je pense qu'il eût été malin de dire incliner Guilty, piocher une carte, point barre, emballer, c'est peser. Voilà, ça marche une fois par inclinaison et c'est beaucoup plus simple à faire fonctionner. Ensuite, tu veux qu'on fasse ces événements? Oui, allons sur les événements. Parfait. Alors, Hellfire Blast, intéressant. Donc, c'est son événement d'attaque. Vous avez vu, il y a 2 lignes. Il y a la ligne Hellbound, dont j'ai parlé tout à l'heure, et la ligne classique. Alors, c'est pareil, c'est dans les petites règles. Ils expliquent que vous devez d'abord réaliser l'action de la carte, puis, dans un second temps, faire l'action Hellbound. Donc, vous faites les actions pas simultanément, vous les faites les unes derrière les autres. Donc là, c'est une attaque qui coûte 2 et qui fait 4 dégâts. En termes de ratio, on est sur quelque chose de pas terrible, hein, en termes de cartes signature, ça faut pas se mentir. On est à peine sur du ratio de cartes d'affinité. Mais par contre, évidemment, quand vous êtes en mode déchaîné, pour 2, vous faites 4 dégâts, puis vous faites une deuxième attaque de 4 dégâts à qui vous voulez. Là, on est sur une carte très très forte. Là, on est sur un 2 pour 8 réparti en 2 fois, c'est très très fort et ça marche très bien. Maintenant, en solo, je suis quand même, je pense, 70-80% du temps en Hellbound. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui rend le personnage assez fort. Alors, Fouane, tu t'étais déguisé en ta femme? Bah, c'est pas bien. Et bonsoir, du coup, de nouveau. Salut. Bon, voilà, je sais pas si tu as envie de réagir sur cette carte. Non, combien d'exemplaires peut-être? 2 exemplaires. Ah oui, alors ça c'est un grand. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de gueule sur les fanmade. Souvent les gens ont l'impression dans le fanmade qu'il faut qu'ils mettent toutes leurs idées et donc du coup ils font souvent des événements, ils les mettent souvent qu'en 2 exemplaires. Je trouve ça assez dommage. Une mouture classique de Marvel Champion, c'est qu'il y a toujours un événement qui est en 3 exemplaires. Parfois il y en a 2.
Et parfois, il y en a même, les 3 événements sont en 3 exemplaires. Et moi, j'aime bien parce que ça veut dire que la mécanique du héros est assez restreinte et on n'a pas besoin d'avoir plein de trucs différents. Quand on fait 2, je trouve que c'est un peu quelqu'un qui a plein de bonnes idées mais qui a pas eu envie de choisir. Et ça m'embête un peu. Et Ouais, c'est souvent le cas au début quand on commence ce fan-made, on a envie de mettre tous les pouvoirs représentatifs, mais c'est souvent contre-productif au final. Oui, surtout que tu vas voir, il y a des événements, pas ceux-là, mais ceux qu'on voit après, pouvaient parfaitement être en un seul exemplaire, quitte à, voilà, à nous donner un petit triplé, notamment sur celui-ci. Parce que celui-ci, il est particulièrement intéressant, parce que c'est le contre de Ghost Rider. Donc ça, c'est une carte moderne, hein, parce que ça n'existait pas sur les premiers kits, et sur les kits actuels aujourd'hui, tous les héros quasiment ont un 2 pour 3 de contre, hein, c'est un truc quasiment auto-include aujourd'hui. Celui-ci, comme tous les autres, a un petit trigger en Hellbound. Donc, pour 2, vous retirez 3 menaces d'une manigance. Ok. Si vous êtes Hellbound, vous soignez un dégât pour chaque manigance retirée de cette façon. Alors, moi, j'ai fait un commentaire à Swept sur cette carte. Je lui ai dit que c'était dommage que cette carte ne soit pas celle de Magneto. C'est-à-dire que j'aurais plus vu pour 2, vous retirez 3 menaces d'une manigance, et si vous avez retiré la dernière menace d'une manigance, vous pouvez défausser un attachement qui est attaché au boss, parce que ça marchait particulièrement bien avec la mécanique, parce que nous, encore une fois, plus on a des cartes variées dans la pile des défauts du deck rencontre, plus c'est intéressant. Or, les attachements sont des cartes rares, et quand il y en a posé sur la table, on aime bien les défausser. Et il m'a répondu, à juste titre, je ne sais pas si vous avez remarqué jusque-là, mais toutes les cartes de Ghost Rider ont une icône de ressources libres. Et il m'a dit que c'était l'objectif qui était caché derrière cette mécanique. C'est qu'en fait, il voulait donner aux joueurs un maximum d'icônes de ressources libres pour justement aller défausser les attachements en payant le coup fort. Ouais, ça c'est quand même très puissant d'avoir beaucoup de ressources libres. Moi, je suis pas hyper fan parce que une partie de la difficulté ou de l'intérêt de certains méchants, c'est de forcer quand même à dépenser des ressources. Là, on n'a pas à se prendre la tête, on défausse ses cartes et puis c'est réglé, quoi. Alors, Ouais. oui, c'est les cartes de héros, évidemment, mais ça c'est indéniable que c'est un aspect, une carte ressources libres a toujours une petite longueur d'avance sur un équivalent qu'il n'a pas, parce que en effet, la durée de vie d'une carte, de toute façon, c'est moite-moite, hein. Un coup c'est une carte que vous allez payer, un coup c'est une ressource. Et quand la ressource est ce que vous voulez, évidemment, ça change un peu tout. Ouais, et tu vas trier tous les effets qui sont dépendants des ressources avec ça, que ça soit technique éprouvée en agressivité ou un multitâche en jaune. Donc, ouais, moi je suis vraiment pas fan d'avoir que des ressources libres. Je l'ai pas joué encore en jaune, par contre en rouge, il marchera pas avec technique éprouvée. Bon, il peut marcher avec technique éprouvée parce que tous les héros peuvent marcher avec technique éprouvée, mais disons que vous allez plus avoir tendance à vouloir jouer sur sa stat d'attaque plutôt que sur la technique éprouvée. Bon, vous verrez, je vous expliquerai à la fin comment j'ai fait une construction. Mais voilà, là par contre le soin c'est malin parce que Ghost Rider n'a qu'une défense de 2, il a beaucoup de points de vie, et donc évidemment l'idée derrière un personnage qui a beaucoup de points de vie c'est de pouvoir prendre quelques attaques, et c'est très bien d'avoir un soin inclus dans son set. Ensuite, qu'est-ce que tu vas me montrer comme événement? Seek Out Sin. Alors celle-là, je l'adore. Cet événement, je le trouve très réussi. C'est un événement à double emploi. Un peu risqué, un peu pas risqué. Est-ce que tu le tentes? Est-ce que tu le tentes pas? Donc déjà, c'est une carte. C'est un événement qui vaut 0. Vous défaussez 2 cartes du deck rencontre et vous piochez une carte par type de carte différente que vous avez défaussée. Je vais pas vous mentir. 8 fois sur 10, vous allez piocher qu'une seule carte, parce que 8 fois sur 10, vous allez défausser 2 traîtrises. Mais, dans les cas où ça fonctionne, vous avez gagné une carte, donc globalement c'est très très fort, et surtout ça vous permet en début de partie d'accélérer le meulage du deck, ce que vous voulez faire, pour pouvoir augmenter votre attaque. Donc vraiment, la mécanique est intelligente et intéressante. Maintenant, voilà, cette carte, vous l'avez en fin de deck, vous la jouez pas. Même si c'est potentiellement une pioche de 2, vous n'allez pas faire accélérer le meulage du deck parce que vous avez besoin de conserver votre stade d'attaque. Donc c'est malin. J'aime bien les cartes qui ont l'air fortes, mais qui doivent être jouées avec retenue parce que finalement, voilà, ça peut avoir un petit effet bien négatif sur la partie. Et donc on en a également 2, si j'ai bien suivi, Oui, pardon. puisqu'il y a 2 de tout. 2 de tout, exactement.
Et voilà, le dernier événement qui est pour moi celui que j'aurais mis qu'en un seul exemplaire, il est fort et surtout il est très situationnel. Donc les événements situationnels, finalement, c'est mieux de les mettre en un seul exemplaire, surtout que voilà. Donc c'est une attaque. Honnêtement, cette carte, je la joue peu, même en Hellbound, alors qu'en Hellbound, elle fait quand même des choses très fortes. Mais parce que elle vous force, c'est une attaque qui vous force à faire des dégâts aux vilains. Donc déjà, c'est un vrai problème parce que ça veut dire que si vous avez un garde sur le plateau, vous êtes bloqué sur cette carte. Vous faites au vilain le nombre de dégâts égal à toute la manigance qui est en jeu. Évidemment, si la phrase s'arrêtait là, ce serait beaucoup trop fort, mais ils ont limité à 5. Et là, je pense qu'ils ont limité trop bas, parce que 2 pour 5, c'est une carte qualitative, on va dire, en héros, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. Si vous rajoutez le fait que c'est une attaque et que vous êtes obligé de la faire sur le vilain, bon, c'est un peu décevant, et finalement, tu as du mal à jouer cette carte. Maintenant, surtout en comparaison avec l'autre qui a 2 pour 4. Ah, tout à fait. Et qui s'applique à tout le monde. Tout à fait. Tu vas beaucoup plus souvent jouer l'autre, en plus qui a 2 séquences d'action, qui permet donc d'éliminer avec le premier coup le garde et sur la deuxième séquence taper le méchant, ce qui est possible parce que les dégâts ne sont pas simultanés, ils sont bien en 2 séquences différées. Donc évidemment sur les ripostes c'est un autre sujet, mais là en l'occurrence pour les gardes ça marche très bien. Donc là c'est un peu embêtant. Voilà, là, je pense que j'aurais augmenté un petit peu le seuil de dégâts. Et donc évidemment quand vous êtes en Hellbound, par contre vous pouvez stun et confuse le vilain. Donc ça c'est super fort. Et finalement, c'est que pour ça que cette carte devrait fonctionner. Mais voilà, moi je pense que je l'aurais mis en un seul exemplaire. Voilà, elle revient, vous en servez. Elle n'a pas le trait infernal. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas dit. Mais Hellfire Blast, qu'on a vu tout à l'heure, a le trait infernal. Et tiens, mais je viens de réaliser que c'est sans doute pour ça qu'ils ont mis 2 fois sur la carte Guilty. Tiens, tu vois, là, je fais le... Et pourtant, je l'ai pas joué comme ça. Mais moi, quand j'ai joué Hellfire Blast en tapant 2 fois le méchant, je n'ai pioché qu'une seule fois sur Guilty. Mais je pense qu'objectivement, ce qu'ils essaient de te faire dire, c'est que comme tu fais 2 attaques et qu'à chaque fois c'est une carte infernale, tu dois pouvoir piocher 2 cartes sur Guilty. Je sais pas ce que t'en penses. C'est peut-être pour ça qu'il y a le 2 fois. Tu vois, tout d'un coup, la lumière apparaît. Mais ça moi, je vais pas faire. Oui, parce que clairement, le texte tel qu'il est écrit, c'est à chaque fois que tu fais des dégâts, donc d'une attaque. Ouais. D'ailleurs, même pas d'une attaque. Non. Un plan B, un plan B n'est pas infernal, mais en soi. Il a un plan B, infernal. Tu vois, comme quoi. Sans connaître le set, j'avais deviné. Oui, voilà, mais c'est ce qui montre que finalement il y a une certaine cohérence dans leur construction. Mais voilà, Penance Terre, donc l'événement qu'on a vu, que celui qui est un peu décevant, je trouve que j'utilise peu. Ouais, et puis le Stun and Confuse, il a pas de sens par rapport au reste du set. On joue pas dessus, donc bon. Ouais, alors, je suis vraiment pas fan de cet événement. Le Confuse, si, parce que le Confuse va te permettre de passer en alter ego de manière safe, ça c'est important. Mais le stun est un peu gratos et c'est vrai que c'est pas du tout dans la mécanique. Salut, Kinail Sorg. Ouais, bah oui, un poil à la bourre. On a bien entamé le set. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Little Shot? Si tu as 3 cartes de type différents dans la défausse rencontre, tu gagnes le trait Hellbound. Oui, c'est ça. Tout à fait, avec en plus une attaque de 3 qui peut monter, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 5, 6, 7 sur quelques filouteries, vous pouvez monter un petit peu. Donc, qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant? L'upgrade. Celle-là, je l'aime beaucoup, cette carte. C'est sa carte de prévention de dégâts. Donc c'est un upgrade qui vaut 1, qui a le trait infernal et qui a le trait super pouvoir. Alors moi je n'ai pas joué intense concentration sur ce deck parce qu'il n'y a pas assez de super pouvoir, mais c'est une question de goût, évidemment vous pouvez, parce qu'en plus il a 14 PV, donc vous pouvez rentrer vigueur inépuisable, donc en effet ça peut être quand même une bonne cible à intense concentration. Mais je ne l'ai pas utilisé moi personnellement. Donc il y a une interruption de héros, quand vous devriez prendre des dégâts, placez ces dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 4 dégâts, défausser cette carte. Donc ça c'est quelque chose de classique, hein. On l'a vu avec la bubule de Magneto, mais c'est aussi il y en a plein des cartes comme ça. J'adore ces cartes là, elles sont très malines. Évidemment l'idée c'est d'essayer de consommer vos 4 PV de manière régulière jusqu'à ce que vous en ayez plus que 3, et puis derrière vous prenez une grosse baston, une grosse mandale, et comme ça elle est complètement annihilée par cette carte. Donc ça c'est très malin. Ouais. Souvent c'est des interruptions ou des réponses forcées. Là, c'est pas le cas.
Oui, parce que tu n'es pas obligé de prendre les dégâts, en effet. Alors moi, je l'ai. Bah, ce qui rend la carte plus forte, en vrai. Parce que Oui, ça te permet énormément. de choisir quand est-ce que tu vas prendre la patate. En effet. Surtout qu'en plus, c'est when you will take damage, donc c'est au moment où tu sais le montant de dégâts que tu vas prendre. Oui, C'est et pas. tu vas en mettre 3 d'abord, et après tu en mettras les 8 d'un coup, oui, on est d'accord. Tout à fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais évidemment, la carte est très forte, surtout qu'en plus, elle a une réponse Hellbound, donc c'est encore une interruption de héros. Quand un ennemi initie une attaque contre vous, faites 2 dégâts à cet ennemi. Donc ça, cette carte, évidemment, elle a extrêmement bien fonctionné avec moi quand j'ai fait un deck vert avec comme Get Me Bub notamment, donc viens par ici mon petit, qui fait pop des sbires et qui vous fait piocher 2 cartes quand vous tuez le sbire en dehors de la phase du, enfin au moment de la phase du méchant. Comment s'appelle cette carte? Change of Fortune, je l'ai en anglais mais je l'ai pas en français. Mais bref, j'adore cette carte, j'adore la Revers de fortune. Revers de fortune, merci. J'adore cette carte, j'adore la possibilité qu'elle a de vous faire des dégâts. Et ça marche très bien dans un deck vert, donc c'est assez. Ça me paraît trop fort pour un coup de 1, honnêtement. Souvent c'est 3 pour 6 en forcé. Là c'est 1 pour 4, non forcé. Je pense que ça mériterait au moins un 2 si on veut garder l'effet. Surtout que en fait en réalité c'est un riposte de 2 anticipé permanent quoi. Pour 1. Si tu as le trait Hellbound, attention, parce que le trait Ouais, ok, tu l'as dit, tu l'as 70% du temps. Parce que j'ai tout fait pour l'avoir, mais oui, en effet, tu as raison. Donc voilà, et c'est un riposte 2 avant qu'il attaque, c'est l'événement vert qui fait 2 dégâts au sbire quand il initiera l'ennemi quand il initie. Je trouve qu'à 1, on pourrait presque la monter à 3, sincèrement. Oui, je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, tu ressens très vite que cette carte est très forte. C'est d'ailleurs, quand je ne l'ai jamais pas joué cette carte. C'est quand une carte est jouée systématiquement et sans même aucun doute, c'est qu'en effet, elle a un intérêt un peu au-dessus de la moyenne. Ça, c'est certain. Ouais, et comme elle a le trait infernal, si t'as mis ton upgrade sur le méchant, tu vas piocher, comme on le signale. Très bonne remarque. En effet, Ouais. ça fait partie du trigger. Et en plus, comme la limite de Guilty est une fois par phase, et que ce dégât intervient en dehors de la phase de héros, mais plutôt dans la phase du méchant, vous avez une pioche garantie, parce que c'est à moins de faire riposte, vous n'avez pas d'autre moyen de faire des dégâts dans cette phase-là. Ouais, je pense que le coup mériterait d'être vu. Je te suis là-dessus. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus classique. Donc c'est un générateur de ressources. Il a le trait restreint. Alors je sais pas si dans le game Vanilla il y a des restreints qui existent qui ne concernent pas des armes. Peut-être. Mais là en l'occurrence, donc c'est pas une arme, c'est un véhicule, mais qui a quand même le trait restreint, donc il va vous contraindre, si jamais vous voulez jouer des armes, à jouer avec le side holster ou n'en jouer qu'une seule. Vous avez le petit boost de contre, bon ça c'est un petit cadeau, et vous avez en plus la ressource, le générateur de ressources libres. Quand on y réfléchit, vous prenez le vaisseau de Nebula, qui vaut 2 et qui vous génère une ressource libre, là vous avez en plus le 1 de contre. Est-ce que le trait restreint vient compenser ce 1 de contre? Je ne suis pas sûr. Je pense que la carte est un peu au-dessus aussi de la moyenne classique qu'on peut trouver dans les héros. Mais bon, voilà, après ça reste quand même quelque chose de relativement classique. Et c'est important pour Ghost Rider d'avoir un peu plus de contre. Voilà. Et pour répondre à la question, il y a bien des restreints qui sont pas que des armes. Je pense au bouclier du Captain America, par exemple. Ah oui, en plus, aucune excuse, je joue le capitaine en ce moment. Voilà, il y a peut-être d'autres, mais en tout cas celui-là me vient à l'esprit. Hein. Ouais, mais voilà. Bon, après, c'est logique, le mec est sur sa moto, voilà, il a au moins une main occupée. Alors, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors, celle-là, je l'aime pas du tout. J'ai eu du mal à la jouer. Elle est pas mauvaise, mais c'est un autre délire. Donc, elle a le trait infernal. C'est une amélioration. Vous devez l'incliner. Vous devez déposer une ressource libre. Donc, c'est obligatoire. C'est pas la ressource de votre choix, c'est bien une ressource libre. Tout l'intérêt du site de Ghost Rider ici. Vous faites 2 dégâts à X ennemis. X étant le nombre de
cartes différentes qu'il y a dans la pile de défausse. Alors là, l'utilisation de cette carte est beaucoup plus situationnelle et finalement, on va peu s'en servir, surtout que dépenser une ressource libre pour faire 2 dégâts au boss et piocher une carte parce qu'il a encore son trait guilty, on est sur un plan B, mais difficilement mieux alors qu'on est sur une carte signature quand même. Non, si on est mieux parce que, pardon, s'il y a des sbires, ça reste quand même beaucoup plus fort. Oui, parce qu'on va quand même potentiellement nettoyer la table. Donc, alors à 2, c'est quand même difficile de nettoyer la table. Mais oui, mais on est bien d'accord que tu vas pas nettoyer en one shot, mais pour une ressource, tu fais 2 dégâts à tout le monde, ça reste mieux que Square Girl. Surtout que tu n'es pas limité à tes ennemis engagés, puisque c'est à X ennemis. En fait, tu es limité au nombre de cartes que tu as défaussé. Donc, si tu es à 3 cartes et que toi tu es engagé avec un méchant, mais que ton pote a 3 sbires face à lui, tu peux choisir donc 4 personnes, donc les 4 sbires, les 3 sbires et le méchant. Ça marchera très bien. Et enfin, ça c'est le petit coup de génie que j'aime beaucoup. C'est une manigance annexe toute nulle, qui sert pas à grand chose. Elle est facile à poser, elle va dans la pile victoire quand elle est défaussée. Personne d'autre que Ghost Rider. Alors là, j'ai besoin de ton avis, mais pour moi, vu comment c'est wordé, ça veut dire que personne d'autre que Ghost Rider ne peut retirer de la manigance sur cette carte. Ça veut dire que j'ai le droit, moi, en tant que Ghost Rider, mais j'ai le droit aussi de le faire avec mon allié signature, puisqu'il s'appelle aussi tout Ghost à fait, tel que c'est écrit, ou avec un autre Ghost Rider fan-made qui traînerait. Ça fonctionne aussi. C'est peut-être pas ce qu'il a à l'esprit, mais c'est comme ça que c'est wordé. Voilà. Et... En tout cas, l'idée est excellente parce qu'en fait, quand vous l'avez défaussé, vous allez. Alors, summon, je sais pas si summon c'est un terme. C'est un mot-clé fan-made summon. Voilà. Donc, c'est comme le nouveau find, je pense. Alors, c'est comme le find de la règle 1.5. Mais comme dans la règle 1.6, le find a changé, le summon c'est comme le find de la règle 1.5. D'accord. Donc en gros l'idée c'est d'aller chercher notre obligation, de la capturer et de la mettre dans la pile victoire. Tu vas me dire, ah bah c'est nul, on perd la possibilité d'avoir une obligation dans la pile de défausse. Bah non, parce qu'ils y ont pensé. Il faut maintenant imaginer que notre obligation est constamment dans la pile de défausse. Ça c'est malin et j'aurais aimé que le set soit plus designé comme ça, de façon à nous aider plus sur des choses qui vont venir augmenter le deck rencontre. Et donc là c'est une manière de capturer finalement l'une des cartes les plus rares du deck rencontre, donc savoir l'obligation. Et en plus vous êtes protégé de votre obligation, vous allez voir elle fait pas bien mal mais c'est quand même agréable de savoir qu'elle va plus venir. Et en plus ça vous garantit donc minimum un 1 d'attaque, donc minimum un 2 du coup, parce que si vous avez suivi, comme vous avez la possibilité de défausser la première carte du deck rencontre, même en tour de deck vous avez la possibilité d'être à 2 minimum. Donc j'aime bien cette carte, je trouve ça malin. Voilà, donc on a quelques messages qui sont arrivés. Bonsoir Griffon JG, bienvenue. Et puis il y a les remarques sur les chaînes infernales, mais ça on avait bien compris que ça pouvait être fort. Kinail semble pas convaincu de l'effort à faire pour compter les types de cartes. Je trouve que c'est un peu lourd. Je pense qu'il faut essayer pour se faire un avis. Proust nous dit que c'est pas si compliqué que ça. Mais... Alors c'est même pas ça, mais je vais te dire, donc ça c'est vraiment une question de goût, parce que moi quand j'ai vu le héros, sans même le tester, c'est le truc qui m'a donné envie de l'essayer. Donc c'est vrai que moi ça m'a plu, mais si c'est quelque chose qui te rebute d'emblée, oui évidemment, faut à mon avis t'éloigner de ça. Moi j'ai trouvé ça très marrant de suivre le deck rencontre d'une manière différente de ce qu'on fait d'habitude, à savoir souffrir et compter tes avancées. Là tu comptes autre chose, c'est un peu marrant. Ouais, ça me donne une idée de demande d'évolution sur OCTGN ça. C'est-à-dire demander à avoir le compte de cartes différentes dans la défausse sur OCTGN. Oui, comme ça, on pourra le voir tout de suite, sans avoir à compter les cartes ou à les regarder. Et puis on a aussi un message de Fouane qui trouve que l'ensemble semble être cohérent du point de vue lore, et il trouve cohérent que tous les Ghost Rider peuvent contrer cette manigance annexe, et pas seulement le héros. Oui, de toute façon... Je pense que il lui suffisait de mettre Ghost Rider entre parenthèses Johnny Blaze pour nous bloquer, mais il l'a pas fait, donc je pense. Après, je pense que c'est wordé exactement comme celle de Câble. Oui, sauf que
Et attends, très bonne remarque. Du coup, si j'ai câble en. Ah bah non, je peux pas, je suis bête. Non, Je tu peux peux pas avoir câble en allié si t'as câble en mais, héros. non, mais même si t'as un pote sur la table, il peut pas l'avoir non plus. Ouais, Non, non, là, pour le coup. sauf à sortir le câble jaune là, qui est dans le cycle de Krakoa. Peut-être qu'il va Voilà, sortir. ou ça marche avec Black Panther, tu peux en avoir 2. mais pas de câble. Bon, et est-ce que tu veux qu'on présente les cartes rencontres ou pas besoin? Non. Si, Ouais, on a peut-être eu obligation. des demandes qui c'est le Némésis, alors Ah, très bien. le dos des cartes rencontres, ça va pas nous intéresser particulièrement. Alors vous allez voir, les cartes du set Nemesis sont essentiellement des cartes qui vous font meuler, c'est malin. C'est très malin parce qu'en effet, plus vous meulez le deck rencontre, plus vous allez vous rapprocher du moment où vous allez perdre votre stat d'attaque, donc c'est assez futé. Donc là vous avez donc classique Hell on Earth qui donc vient vous mettre une icône d'Elia, ce qui est plus logique pour faire meuler le deck. Et en plus, quand elle est révélée, vous discardez autant de cartes de cette rencontre que vous avez de cartes infernales en jeu, ce qui peut être beaucoup, hein, on l'a vu parce qu'il y a quelques attachements contre infernal et votre allié signature là, et vous l'avez vous. Donc quoi qu'il arrive, c'est au minimum au moins une carte. Donc voilà, là c'est vraiment la chose qui se retourne contre vous. C'est assez malin. Les deux traîtrises, parce qu'on va se garder le Némésis pour la fin. Ah non, attends. Alors deux traîtrises, bon c'est on cherche un mignon et on l'engage avec nous. Ça, j'avoue que c'est pas très fluff pour le coup. Enfin, je sais pas si c'est fluff, mais ça n'abîme pas très mal la mécanique. Juste, si jamais ça ne fonctionne pas, il y a un renfort. Bon, ça marche sur la mécanique. Mais le mignon, c'est pas vraiment quelque chose qui est problématique pour Ghost Rider, pardon. Donc j'ai du mal à concevoir pourquoi ils l'ont fait. La dernière traîtrise est plus maligne pour le coup, parce que déjà, ça s'appelle Unmade. Il y en a deux, pardon, ouais. Et donc il y a Unmade, donc là il y a renfort direct, donc ça c'est malin. Hein. Déjà, moi j'aurais mis renfort sur toutes les traîtrises, parce que c'est logique. Et quand tu révèles cette carte, discarder une identity specific card from your hand. Voilà, c'est pas non plus très logique, mais moi j'aime bien l'idée de vous forcer enfin de mettre des renforts. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire sur le set du Nemesis. Et donc le Ah non, mais attends. J'ai pas dit qu'il était gentil, le cet Nemesis. J'ai dit qu'il était. De toute façon, cette carte est bien. Cette carte est très bien. Les deux autres sont pas tout à fait logiques dans cette mécanique. J'aurais mis renfort, tu vois. Va chercher un sbire, mais prends renfort en plus. Ouais, voilà, c'est pénible, mais les cartes du set Nemesis sont toutes pénibles. De toute façon, c'est fait comme ça. Et on n'entend plus Merlin parce que Merlin il tousse. Et Merlin il se met en mute de temps en temps. Donc vous devez m'entendre maintenant. Et donc ce que nous disait Fouane, c'est que c'est presque dommage que le set Nemesis soit presque plus en rapport avec la mécanique du perso que les cartes du perso lui-même. Et donc je disais, moi je suis pas non, je trouve que il y a une bonne cohérence sur la mécanique du perso. Et ouais. Je sais pas si. Je trouve que le set Nemesis est plutôt moins corrélé à la mécanique. Donc on a le méchant qui, bon, alors, normalement sans même voir son identité, il a Insight. Bon, ça c'est relativement classique, non, mais c'est chiant. Mais il a Villainy, et ça c'est logique. Pareil, ça, si vous voulez faire fonctionner la mécanique de Ghost Rider, vous mettez Villainy au sbire qu'il rencontre. C'est logique. 6 PV et 3 de contre, enfin 3 de manigance, c'est une belle saloperie, ça faut quand même le dire. C'est compliqué à gérer. Maintenant, objectivement, il devrait avoir 8 PV. Parce que normalement, hein, classiquement, le Nemesis doit être annihilé par la carte d'attaque principale de ton personnage. Donc là, 6, on se comprend pas trop, et je trouve ça un peu étrange. Normalement, ils auraient dû lui mettre 8 pour que justement tu te sers du Hellfire pour t'en débarrasser. Voilà. Ouais, j'ai un autre souci, il est pas élite. Ah oui, j'ai même pas remarqué. C'est très rare pour le coup. Ouais, un Mephisto qui est pas élite,
un méchant Villinous, enfin un sbire des Villény qui n'est pas élite. Ouais, tiens, c'est marrant. Alors, je connais pas bien le lore, mais Mephisto a peut-être plusieurs itérations, je sais pas. Il est peut-être parce que je sais que Magic aussi a un problème avec Mephisto. C'est peut-être pas le même Mephisto, je sais pas. Ouais, bah il est unique. C'est juste qu'il est pas. Pourquoi l'avoir King est pas élite. Ouais, oui, t'as raison. Oui, c'est étrange ça. Je poserai la question à Swept. J'avais pas relevé. En même temps, je l'ai affronté que une ou deux fois pour le moment, donc c'est pas Ouais, non plus. bon, les points de vie, pourquoi pas, mais c'est vrai que l'absence d'élite, moi, me gêne parce que voilà, on peut très facilement s'en débarrasser aujourd'hui pour un certain nombre de héros. Ouais, surtout aujourd'hui, c'est devenu un peu la mode pour FFG. Mais oui, je te suis. Et donc, on n'a pas vu l'obligation, c'est dommage parce que c'est. On va la voir. Alors oui, c'est le élite est peut-être oublié. C'est le genre de chef des enfers, de ce que j'en sais, il n'y en a qu'un. Et oui, que ce Némésis puisse être contré en une carte de Magnéto, bah ouais, il peut être enveloppé de métal. J'ai un peu de mal à me dire qu'on peut envelopper de métal Mephisto, pour être honnête. Voilà, ou que Phoenix puisse en prendre son contrôle. Bon, ça me chagrine un peu. Un 3 de contre avec 6 de vie, ouais, elle est contente Phoenix si elle Ouais, bah c'est pour ça. Donc là, il y a un oubli. Il faut le corriger. Oui. Alors, donc l'obligation, vous allez voir, elle est pas méchante. C'est pas une obligation classique, c'est une obligation qui a plutôt, un peu particulier. Ouais, il y a une petite typo sur la carte au premier mot. Le U doit être après le A. Le U après le. Ah oui, en effet. Bien vu. Tiens, on relèvera à Swept. Donc tu dois incliner ton identité et passer en forme de héros si tu peux. Tu ne peux plus changer de forme jusqu'à la fin du round et tu discardes l'obligation. Alors l'intérêt de cette carte, c'est qu'elle va vous empêcher de faire des retours alter ego à tous les tours. Encore une fois, je l'ai dit, je ne le fais pas tout le temps parce que c'est souvent un peu risqué. Mais là, elle va clairement vous y contraindre. Elle n'est pas méchante, mais elle est discard, elle ne peut pas être retirée de la partie. Bon bref, l'idée c'est plus de jouer avec son obligation que d'en faire quelque chose de vraiment pénible. Mais bon, ça c'est assez secondaire. Et voilà, et globalement on a fini. Ouais, l'incliner son identité peut ruiner des tours, hein, globalement. Donc, faut imaginer qu'un héros qui a 4 de main, qui a une main de 4, mais qui a une énorme attaque, ça fait tout de suite penser à Hulk. Vous savez très bien que quand Hulk est incliné, eh ben, déjà c'est difficile de le sortir, mais alors c'est plus du tout possible. Et on est arrivé au bout de ce set. Ouais. Est-ce que tu veux brièvement, je te donne des petites orientations sur lesquelles je suis parti, moi. Oui, parce que vu l'heure, je pense qu'on ne présentera pas un deuxième set ce soir. On fera un autre rendez-vous parce que sinon, on va nous amener au-delà de 23h. Ça fera peut-être un peu tard pour tout le monde. Donc, quelques indications pour du deck building, je pense que ça pourrait être sympa. Et comme le dit Jimmy, effectivement, tu peux gérer l'obligation avec la manigance annexe de joueurs. C'est l'intérêt. Oui, tout à fait. C'est le grand intérêt. Donc moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ce héros, c'est tout de suite, je me suis dit, ce héros, il va aimer l'untap, parce que quand il tape à 5, voire à 4, et évidemment, vous allez vouloir en bénéficier au maximum. Donc moi, j'ai commencé par faire un deck vert. En deck vert, évidemment, il y a tout ce qui est repurpose. Alors, c'est pas un naturel repurpose dans le sens où réexploiter, pardon. Réexploiter pour ceux qui connaissent pas la carte en anglais. C'est pas un naturel parce qu'il a pas de carte tech dans son deck. Même sa moto, elle est pas tech. Donc en l'occurrence, vous n'avez pas de carte innée à son deck, mais ça c'est pas forcément un problème quand vous faites un deck réexploité. Vous pouvez mettre suffisamment de cartes réexploitées pour que ça fonctionne. Mais surtout, vous avez une carte verte que vous avez tous un peu oubliée là, qui vient dans Drax, il me semble. Coup maîtrisé. C'est une carte qui est un événement qui vaut 0. Quand votre héros effectue une attaque de base, défaussez la carte du dessus des rencontres. Pour cette attaque, diminuez l'attaque de votre héros du nombre égal
du nombre d'icônes de boost imprimées pour cette carte défaussée. Si cette carte affiche quand même des dégâts, redressez votre héros. L'avantage de cette carte, c'est que ça va vous permettre de taper un petit peu, de toujours taper, parce que si vous avez une attaque de 5, aucune icône de boost ne va vous empêcher de taper et de trigger l'untap. Et en plus, ça va vous permettre de piocher une carte si vous avez mis le Gulti. Donc ça, vraiment, cette carte MVP, ça m'a plu. J'ai bien aimé ressortir des cartes que j'ai du mal à sortir généralement. Je pense pas que cette carte, on la trouve dans d'autres decks que ceux de Drax, en fait. Oui, en Aujourd'hui. effet. Oui, Drax, il monte à combien? Il monte à 4? Ouais, enfin, il monte assez facilement, même à plus. Hein. Oui, non, pardon. Il doit monter à 5 ou 6, hein, avec... Oui, non, t'as raison. Il monte à 4 avec ses jetons, mais il y a son Ouais. couteau qui fait au moins 6. Et... Ouais. Oui. C'est ça. Mais oui, donc l'idée est rigolote. Ça m'a bien plu de ressortir cette carte. Si elle peut sortir dans un Spider-Woman. Un Spider-Woman où tu arrives bien à monter son attaque, c'est une carte verte pas chère, donc qui augmente encore sa stat et qui permet de se redresser. Après, souvent c'est sur un 3 et donc il faut que tu aies un peu de chance parce qu'il faut pas tirer un 3. Mais ça peut marcher. Donc voilà, en vert, ça c'est les bonnes idées. Je suis parti après sur du rouge. Alors le rouge, là aussi, j'ai fait appel à des cartes qu'on n'utilise pas parce que c'est Steve Kimmel qui s'est amusé à faire un archétype autour de la stat d'attaque. Je vais pas vous mentir, Steve Kimmel est un joueur extraordinaire, mais la stat d'attaque aujourd'hui et jouer autour de la stat d'attaque, ça ne marche pas. Hein. Même avec Valkyrie, même avec Hulk ou même avec tous les personnages qu'il a essayé de sauver avec ça, ça reste trop compliqué. Donc je pense évidemment à la frappe véloce, à écraser le problème. Donc c'est en gros, vous utilisez votre stat d'attaque sans attaquer. En tout cas, c'est votre stat d'attaque qui va vous permettre de contrer, qui va vous permettre de défendre, ou qui va vous permettre d'envoyer une attaque sans utiliser forcément la stat directement. Ouais. Bon, attends, juste pour dire bonsoir à Little Shot, merci de nous avoir suivis, puis à très bientôt. À bientôt. Et en fait, là, ça va plutôt bien fonctionner parce que vous allez avoir un contrat 5 sur la table. Et même si ça vous coûte 1 et qu'en plus vous devez vous incliner, ça reste relativement rentable parce qu'en plus Ghost Rider a du mal à contrer. Vous avez aussi l'approche directe qui est une carte qui est sortie plus récemment, qui est une amélioration qu'on accroche à une manigance annexe et qui transforme la manigance annexe en manigance annexe assaut, qui vous permet aussi de contrer avec votre stat d'attaque. Donc ça, ce sont des choses un peu rigolotes à faire et qui peut permettre de transformer Ghost Rider en un bon contreur tout en jouant rouge, qui est quand même sa couleur de naturelle, hein, quand on voit la stat d'attaque qu'on peut obtenir. Et ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait. Et là, pour le coup, avec ce deck-là, j'ai réussi à battre, même à rouler sur des magnéto experts, ce qui honnêtement, normalement, est relativement compliqué. Parce que Ghost Rider est sans doute plus balancé qu'un Hulk ou qu'un Drax qui vont avoir vraiment des difficultés à se soigner et à se protéger. Et puis après, globalement, c'est essentiellement pour le bleu et le jaune, je ne l'ai pas encore fait, mais comme vous allez changer de côté à chaque tour, puisque vous avez la possibilité de revenir en alter ego à chaque tour si vous avez bien suivi le fonctionnement de la carte The Open Road, et finalement, il y a faire respecter la loi en jaune, qui est une carte, quand vous changez de forme, vous pouvez la payer 1 et vous faites un compte de 3, voire de 4. Attends, c'est 3 et 4? Oui, c'est 3 et 4. Elle est incroyablement forte cette carte. Ouais, c'est 4 si tu payes avec une ressource mentale. Oui. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que la carte rouge fait les mêmes effets en fait. Normalement, c'est pas logique. Normalement, ça devrait être 1 pour 2 et 1 pour 3 si tu payes en plus. Pas 1 pour 3, 1 pour 4. Enfin bref, on va pas faire le débat sur l'équilibrage. Mais sur cette carte, l'avantage en plus, c'est que vous êtes alter ego, vous avez fini votre tour alter ego, vous êtes fait une main de 7, vous êtes tout content, vous avez cette carte dans la main. Le méchant manigance, donc il est dans son tour de manigance, il vous envoie une grosse manigance. Comme c'est une réponse forcée, après qu'il est manigancé, vous vous retournez, vous avez donc changé de forme, et vous avez donc une ouverture pour jouer la carte faire respecter la loi à un moment où vous n'êtes pas censé pouvoir jouer, parce que ça n'est pas une action de héros, mais une réponse de héros. Donc vous avez la possibilité de jouer cette carte à ce moment-là, et donc de contrer finalement d'une certaine façon toute la manigance qui vient d'être posée sur votre carte. Donc ça, c'est vraiment un combo, je pense, assez essentiel, qui a été très vite spoté par les designers de ce deck. Et vous avez donc en bleu, vous avez Cran, qui est un peu la même chose, un peu moins fort, mais qui peut être aussi rigolo à jouer. Donc Cran, c'est à chaque fois que vous changez de forme, vous jouez cette carte et vous gagnez +1 dans chacune des stats jusqu'à la fin du round. Et donc je viens de me rendre compte que ça ne sert absolument à rien. Ça montre que je l'ai pas fait, hein. Parce qu'en fait le round se termine juste après que le méchant ait fini de jouer. Et donc du coup, vous n'avez pas le bénéfice de la stat. Donc ça ne vous sert à rien.
T'auras la défense. T'auras la défense, oui, exactement. C'est tout. Mais voilà. Donc non, oubliez ce que je viens de dire, le cran n'est pas utile à ce moment-là. Mais par contre, l'autre carte que j'ai citée est à mon avis un bon MVP et ma prochaine construction en jaune va fonctionner comme ça. Et prêt pour la bagarre, t'as essayé? Alors, prêt pour la bagarre, évidemment que prêt pour la bagarre est malin, quoique, parce qu'en fait, tu vas démarrer ton round, tu seras debout. Quand le méchant va te forcer à changer de côté, tu vas donc te retrouver un héros, tu seras toujours pas incliné, donc pas d'intérêt à ce moment-là. Ouais. Non, je pense pas que ça puisse fonctionner. Parce que je vois pas trop les cas de figure où tu vas te retrouver incliné au moment du switch. Mais peut-être que j'ai un truc que j'ai pas vu. Non, par contre, sur le gris, il faut partir sur évidemment vigueur inépuisable, ça c'est et peut-être uncheckable, c'est comme ça que. Toutes les cartes qui sont limitées au héros à question PV. Ouais, c'est uncheckable, indestructible, je pense en français. En tout cas, j'ai un doute, mais. Pour gagner solide. Mais voilà. oui, mais faire respecter la loi, oui. Ant-Man ou Shadowcat, qui sont cités comme des héros qui en profitent, mais de la même façon pour la carte d'attaque, c'est attaque surprise, je crois, non? Tout à fait. Alors là, moi, je l'ai pas joué parce que, alors déjà, j'avais pas de place, faut être honnête, mais parce qu'en fait, Ghost Rider ne manque pas tellement de dégâts et l'opportunité de faire des dégâts dans cette phase-là n'est pas forcément ce que tu recherches. Après, voilà, je suis sûr que c'est malin aussi de le faire, mais je pense que ça va être beaucoup plus efficace avec le contre, sachant que c'est précisément au moment où le méchant manigance que tu vas pouvoir l'actionner. Donc il y aura toujours quelque chose à contrer, il y aura toujours quelque chose à enlever avec ça. Et voilà. Voilà. Et juste un petit spoil pour vous parler très brièvement d'un autre héros. Vous êtes fan de Hulk et vous êtes extrêmement frustré, comme tous les fans de Hulk, de la réussite de la version officielle. Vous avez un designer qui s'appelle Rennie. Et ce qui va être rigolo, alors je connaissais pas la mécanique de Ghost Rider, je l'avais pas regardé avant que Bruce ne le présente. Et j'avais choisi le Hulk. Et le Hulk, il a le même principe, puisqu'il va lui aussi passer sous forme de héros quand un ennemi va manigancer. Ah oui. Voilà, la différence, c'est que c'est pas forcé et que c'est pas gratuit. Donc, il faut payer une ressource physique pour changer de forme. Et ça va aller plus loin parce que du coup, l'ennemi nous attaque nous. Donc, si le méchant manigance contre votre pote, c'est vous qui allez être attaqué. Mais ça marche également avec un sbire. Par exemple, n'importe qui. C'est un ennemi. C'est un ennemi. Oui, alors que le mien, c'est il faut forcément que ce soit le méchant. Le méchant, tout à fait. Voilà, donc là, c'est un ennemi. Donc on peut choisir de passer sous forme Hulk. Donc on a une certaine maîtrise. Voilà, ce Hulk de Rennie, c'est un Hulk qui est basé sur le MCU, dans l'esprit. Donc c'est vraiment le Bruce qui se transforme comme ça à sa volonté, comme dans les Avengers, et qui peut passer en héros et qui va subir l'attaque. Ah, il a l'air fun. Voilà, et on a du coup Natasha, comme dans le MCU, qui a une action de héros où elle va chanter une petite comptine pour pouvoir calmer Hulk et donc le faire passer sous forme d'alter ego et donc revenir sous forme Bruce Banner. Et je trouve ça, par rapport à l'esprit des films, vraiment excellent. On notera que Black Widow a 3 traits sur ton design. Pour ceux qui ont suivi la news d'aujourd'hui, vous savez que ça peut être assez intéressant aujourd'hui. Non, tu vois de quoi je parle, Marlin? Oui, d'avoir des traits différents. Mais effectivement. Voilà, et d'ailleurs, un personnage qui a le trait Shield. Voilà. Donc, ce Hulk de Rennie, je vais pas vous le présenter en détail. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, dites-le moi, et puis je vous le présenterai à l'occasion d'un prochain deck du mois, où je partirai sur autre chose. L'idée étant qu'on va continuer donc
à vous présenter des decks, soit deux, soit un, soit Proust, soit moi, soit les deux. Donc voilà, on va essayer de rendre ce rendez-vous périodique comme vous l'avez annoncé. Si vous avez aimé le FanMade ou pas, sachez qu'il y a une certaine richesse qui existe, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut comme ça trouver, des choses très bien, des choses un peu moins bien, faut faire un peu le tri, des choses très finies, des choses un peu moins, et puis des choses très exotiques. Des designers peuvent se permettre des choses que FFG ne peut pas faire parce que ça se retrouve des sentiers battus, c'est des héros totalement en dehors du lore habituel, même s'ils se sont permis SPDR. C'est quand même pas la constante, et on va trouver comme ça des choses vraiment très sympas, très originales dans la communauté, avec quelques designers qui ont vraiment des choses très réussies. Et puis bonsoir The Steph, il va falloir regarder un replay parce que effectivement on est en train de finir. Non, en tout cas, merci de m'avoir reçu. Oui, j'étais peut-être un petit peu exhaustif sur la présentation. On essaiera de condenser un peu la prochaine fois. C'est pas gênant, hein. On en fera 2 au lieu d'en faire 1, et puis j'espère que les gens vont être contents. Dites-nous. Alors, vous pouvez pas faire de commentaires sur le Twitch. Je sais pas si on la mettra sur YouTube, pas forcément, mais en tout cas, elle restera disponible en replay. Dites-nous au moins sur le Discord, parce que sur Twitch vous pouvez pas rajouter de commentaires après la vidéo, mais vous pouvez en mettre sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je mettrai les liens Drive au moins de Ghost Rider, peut-être même de Hulk, mais en tout cas de Ghost Rider, si ça vous plaît. On vous parlera également plus en détail des techniques d'usage pour les utiliser peut-être sur TTS. Et puis les imprimer, et puis dans les projets, si on peut proposer des versions françaises de ces sets de héros, j'aimerais bien. Ça prend un peu de temps, mais si c'est possible, et s'il y a des gens qui sont intéressés, pourquoi pas en faire des versions françaises, les ajouter au CTGN également. Tout ça, c'est un peu en projet. On va pas se donner de contraintes absolues, on va faire avec le temps qu'on a, bien évidemment, mais voilà, on aimerait vous partager notre enthousiasme, avec un Proust qui a rejoint la communauté des utilisateurs il y a quelques mois, je crois maintenant. C'est récent. Donc oui, on peut utiliser on peut utiliser très facilement les FanMade dans TTS. La plupart des créateurs proposent les modes, donc en fait c'est très très simple à utiliser en TTS. Au CTGN, il y a certains FanMade qui ont des modules d'installation, c'est aussi assez simple à utiliser dans le CTGN une fois qu'on a les modules sont faits. Et puis je travaille pour encore faciliter un peu plus cette utilisation. Bon, c'est un autre sujet, mais en tout cas l'idée est de favoriser cette adoption de FanMade pour ceux qui sont vraiment férus, ou ceux qui ont des héros qui leur manquent. Je suis persuadé qu'il y a quelques X-Men ou quelques mutants, en tout cas au sens plus large, vous manquent. Vous avez Mystic et Destiny qui sont proposés à l'impression par la communauté des cartes en tant que goodies de l'événement. Vous avez même quelqu'un qui s'est proposé récemment pour faire des envois après l'événement pour ceux qui ne peuvent pas venir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'événement si les sets imprimés professionnels vous intéressent. Et puis oui, le fauve il manque. C'est parti des quelques héros. Daredevil, oui, il y en a quelques-uns, notamment Rennie en art. Ouais, j'ai celui de Rennie, moi j'ai pas aimé pour le moment, j'ai pas trouvé de Daredevil qui me plaise. Celui de Rennie, c'est celui qui mitige à chaque fois les cartes boost, c'est ça? Et les cartes oui, les cartes boost, t'en prends 2 et t'en défausses une de tête. Ça avait l'air super fort, et quand je l'ai joué, je trouvais que ça manquait un peu de punch, mais bon, je l'ai imprimé, en tout cas je l'ai chez moi. Bon, peut-être qu'on en parlera des Defenders. Vous pouvez trouver un Iron Fist sur le Discord. Il y en a même un deuxième qui est en train d'être préparé en français. Et puis il y a des Jessica Jones, Luke Cage et Daredevil qui existent.
peut-être qu'on fera effectivement une vidéo d'Ardeville à l'occasion, pas d'Ardeville, Defenders pardon à l'occasion. On peut se dire qu'en 2025 on ne devrait pas les voir, donc on devrait pouvoir se permettre de vous en présenter si vous avez envie de les jouer en attendant d'éventuels héros officiels plus tard. C'est tout pour moi. Un petit mot de la fin de ton côté, Proust, peut-être? Eh ben, merci à tous, et puis j'espère que ça vous a plu. Donc, vous voyez, globalement, je vais pas prétendre que ce héros est parfaitement équilibré. Il a des atouts, il a des faiblesses, mais ça reste quand même un travail assez réussi dans l'ensemble. Et puis de toute façon, c'est une question de goût. C'est aussi ça l'intérêt du fanmade, c'est d'aller trouver des héros et des mécaniques qui vous parlent. J'ai trouvé ça très intéressant, la remarque de tout à l'heure, en me disant ça me fait chier d'aller compter dans des grands comptes, alors que moi c'est précisément ce qui m'a plu, et ce qui montre bien qu'en effet on n'est pas les mêmes joueurs, on n'attend pas les mêmes choses des paquets, et c'est tout l'intérêt du fanmade, parce qu'il y a peut-être des fanmade qui vont me rebuter et qui vont énormément plaire à d'autres personnes. Moi je pense par exemple à tout ce qui est cachage de cartes sous les héros et tout ça, il y a beaucoup de fanmade qui marchent comme ça. Moi ça m'emmerde un peu, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de ce genre de construction, et donc vraiment il y a vraiment à boire et à manger, et c'est très agréable. Voilà. Bon, voilà, juste les deux dernières questions avant de vous laisser, les amis. La première, c'est savoir comment imprimer les fanmades. Ça intéresse Fouane. Techniques secrètes, je sais pas si elles sont particulièrement secrètes, mais en tout cas, Proust va sans doute vous en parler. Moi, je le fais plus occasionnellement. Lui, il est passé en mode industriel. Donc voilà, il va vous en parler en détail, et puis présenter les deux decks fanmade d'Iron Fist. Ça va être sympa. Pourquoi pas voir si on peut inviter Faust. Donc il y en a un que j'ai fait et l'autre qui est de Faust. Je connais que le tien, je connais pas celui de Ouais, celui de Faust, il est en cours de design. On va considérer qu'il est entre l'alpha et la bêta, donc c'est peut-être un petit peu tôt parce qu'il est en train de le travailler, mais il est en gestation depuis au moins 2 ans. Et puis il vient de s'y remettre récemment, donc il y travaille. Bon, le mien, moi, il est considéré comme fini. Donc pourquoi pas, mais il y a une Jessica Jones que j'aime beaucoup, qui est disponible en fanmade. Je pense que clairement elle sera dans ma sélection de ce que je vous montrerai, parce que vraiment j'adore la jouer, cette Jessica Jones fanmade, qui a été fait avant, il y a déjà pas mal de temps, avant l'arrivée des manigances annexes de joueurs. Donc c'est bien de garder à l'esprit quand on la voit ou quand on la joue, en disant tiens, j'aurais peut-être pas fait ça. Bah oui, mais suivant la date de création des fanmade, il y a des mécaniques qui n'existaient pas, et parfois les fanmade les ont fait avant, et puis parfois les développeurs officiels ont créé quelque chose que les fanmaders ne s'étaient pas autorisés à faire. Sans spoiler Jessica Jones, le souci majeur que j'ai par rapport à justement à l'Uchronie que ça représente, c'est que finalement les manigances, elle joue avec beaucoup de manigances annexes, vous en doutez, et elles ont toutes des effets négatifs. Ce qui, en effet, avant que les manigances annexes de joueurs n'apparaissent, c'était relativement logique. Et là, en l'occurrence, à chaque fois qu'on les joue, on se dit mais c'est pas juste, pourquoi il y a cette icône alors que Cable, lui, quand il met ses manigances annexes, il a aucune icône. Donc ça, c'est un peu le... Mais elle reste très forte malgré ça. Hein. Ouais, les manigances annexes de joueurs sont quand même pétées globalement, donc oui, finalement, si on pense équilibrage, c'est peut-être pas si mal. C'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est étrange. Peut-être qu'un jour ils vont nous sortir des sbires de joueurs, des sbires qui font 0 dégâts ou qui font du contre, je sais pas. Ouais. Il faut regarder un peu ce qui se faisait sur le Seigneur des Anneaux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui servent d'inspiration au Seigneur des Anneaux. Et puis 22h20, voilà, on a fait une petite heure et quart, on a essayé d'être à l'heure. J'espère que la technique, le son et l'image étaient bons. On va essayer d'améliorer, continuer à améliorer ça, l'esthétique et puis la qualité de ce qu'on vous présente. En tout cas, merci Fouane. Je suis content que ça t'ait plu, et puis vivement le prochain live. On va essayer d'en faire régulièrement autour du fanmade, et puis peut-être d'autres choses à voir, mais en tout cas on va déjà se concentrer sur le fanmade.
pour l'instant. Et puis voilà, vous pouvez retrouver les vidéos YouTube sur Marvelous du capitaine, que j'accompagne parfois. Et puis Bruce, vous pouvez le retrouver sur la JCE TV, où il parle également de Marvel. Un petit peu. Un petit peu. Merci à tous, bonne fin de soirée, à bientôt, ciao ciao. Merci à tous, à bientôt.